Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Activité périscolaire stop ou encore, à chaque commune son dispositif, exemple à Éragny qui arrête les frais et à Magny-en-Vexin qui maintient les activités malgré son coût. Reportage dans un instant. Et puis accrochez-vous bien, en fin de journal, nous partirons avec les pompiers du Grimpe du Val d'Oise, une unité d'élite qui intervient en milieu extrême. Nous avons suivi l'un de leurs entraînements. Près de 3 ans après leur création, les activités périscolaires évoluent encore dans les communes dans le Val d'Oise. Exemple à Éragny qui les supprimera à la rentrée alors que Magny-en-Vexin maintient le dispositif malgré la baisse des dotations de l'État. Florian Philippe. Les nouvelles activités périscolaires, stop ou encore, c'est la question que se posent de nombreuses collectivités du Val d'Oise face à un contexte budgétaire contraint. 3 ans après l'entrée en vigueur des NAP, certaines choisissent de faire marche arrière. Après Jouy-le-Moutier l'année dernière, c'est Éragny qui supprimera ses activités à la rentrée à contre-cœur. Il était hors de question, bien entendu, qu'on fasse des nouvelles activités périscolaires payantes. Ça, c'est aussi notre choix. Et donc, on a préféré tout simplement mettre un terme aux nouvelles activités périscolaires qui rencontraient, je le sais, et c'est un choix difficile, contraint et difficile, qu'on ne fait pas de gaieté de cœur, mais qui va nous permettre d'économiser au moins 300 000 € l'année prochaine. La mairie a dû affronter la colère des parents d'élèves opposés à une suppression des NAP. A l'inverse, certaines communes tiennent bon, c'est le cas à Magny-en-Vexin. La ville va même élargir les horaires pour les maternelles d'une de ses écoles. Pour seulement 600 élèves, la municipalité investit plus de 40 000 €. Ça permet à des enfants d'avoir accès à des activités auxquelles leurs parents n'ont pas forcément les moyens ou les possibilités de leur faire profiter. Donc si nous, on peut lutter contre les inégalités en faisant ce genre de choses, oui. Moi, je suis très attachée à ça. Avec la baisse des subventions qu'on subit toutes ces années-ci, ça devient vraiment très très difficile. On a bien des subventions de l'État, mais on va arriver à une subvention qui va être maximum de 50-60%. Et donc, ça reste quand même, il reste un budget à charge de la commune très important, malgré tout. Depuis septembre 2014, cette réforme a imposé la semaine d'école à 4 jours et demi, laissant 3 heures par semaine pour pratiquer des activités périscolaires non obligatoires, gratuites ou payantes. Pour le moment, les villes touchent une subvention de l'État de 50 € par enfant et par année. En bref, déjà plus de 1000 téléchargements pour la nouvelle application de la préfecture du Val d'Oise. Depuis son lancement officiel le 11 mai dernier par le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, l'application mobile Ma Préfecture est un succès. Les modules Alerte, Mes démarches et Vigie citoyenne sont parmi les plus sollicités par les Valdoisiens. La préfecture du Val d'Oise est la première en France à avoir lancé son application pour smartphone. Lors de sa visite, le ministre de l'Intérieur avait annoncé qu'elle allait être généralisée dans tous les départements de France le plus rapidement possible. Lorsque les pompiers traditionnels ne sont plus en mesure d'intervenir sur des grandes hauteurs ou sous terre, ils font appel au Grimpe, une unité spécialisée dans les interventions délicates. Alors pour rester toujours performants, ces pompiers d'élite s'entraînent très régulièrement dans des conditions extrêmes. Philippe Pémal a pu suivre le Grimpe du Val d'Oise lors d'un exercice. Accrochez-vous bien. Un homme vient de tomber dans une fosse d'une hauteur de 7 mètres. Les pompiers de Garges-les-Gonesse sont les premiers sur place. L'ouvrier, il est conscient. D'accord ? C'est la ouais, on zappe pour l'instant. Ouais. Dispositif classique, l'eau de sauvetage. Problème, ils ne sont pas équipés pour remonter le blessé dans de bonnes conditions de sécurité. C'est là qu'interviennent les pompiers du Grimpe, le groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux. On est en présence d'une personne ayant chuté dans une excavation, environ 10 mètres, en urgence absolue, polytraumatisée, en cours d'abordage et de médicalisation. L'objectif, c'est de remonter cette personne qui est en bas d'un bassin de décontation vide, c'est de le remonter en position horizontale et allongée. Grande hauteur ou cavité souterraine, cette unité spécialisée est appelée quand les moyens classiques ne peuvent plus intervenir. Les premiers à intervenir, ce sont les pompiers classiques, pour porter les premiers secours à la victime. Et ensuite, comme en l'occurrence c'est une victime polytraumatisée, il va falloir descendre, il va falloir remonter avec toutes les précautions possibles, il faut que ce soit le Grimpe qui le fasse. Le blessé attaché dans cette barquette n'est pas une vraie victime. Nous sommes dans le cadre d'un exercice en conditions réelles entre les pompiers de Garges-les-Gonesse et le Grimpe 95.
But de la manœuvre, apprendre à travailler ensemble et éviter les éventuelles rivalités entre services classiques et spécialisés. D'où l'intérêt de l'organisation de ce type de manœuvre, où les gens apprennent à se connaître, à travailler ensemble, et justement à arriver à faire fi de cette petite compétition qui peut naître entre nous on est les spécialistes, vous faites l'abordage, les réactions immédiates, et nous on prend le relais derrière. On a vu que en fait, ils arrivaient à travailler de concert dans l'intérêt de la victime. On vérifie l'ensemble du dispositif. Pour le Grimpe, ces exercices sont importants. Dans le Val d'Oise, ces pompiers d'élite n'effectuent qu'une quarantaine d'interventions par an. Il est donc important pour eux de s'entraîner toute l'année. Pour intégrer cette unité spécialisée, ses membres ont été sélectionnés après de nombreux stages et des tests d'aptitude au travail à grande hauteur et dans des souterrains. Pour devenir Grimpe, un sapeur-pompier doit passer un premier temps d'une semaine de stage pour apprendre à évoluer sur corde. Ensuite, pendant 6 mois, voire 1 an, il va participer à divers entraînements pour progresser tout doucement. Arrivé, quand on considère qu'il est prêt, on lui fait faire 2 semaines de stage. À la fin de ces 2 semaines, s'il a validé le stage, il est sauveteur. Une fois qu'il est sauveteur, ce n'est pas terminé. Tout au long de sa carrière, il va falloir que tous les ans, il fasse au moins 80 heures réparties sur l'année pour ne pas perdre l'habitude qu'il a d'entraînement. Deuxième destination du jour pour le Grimpe, ce château d'eau. Plus de 40 mètres de haut et un bel escalier étroit à grimper sans ascenseur. But de l'exercice pour ces pompiers de l'extrême, redescendre une victime par le sommet. Là encore, ils sont les seuls à pouvoir intervenir. Même en exercice, la concentration et la précision sont indispensables. La moindre erreur peut être fatale. À cette hauteur, même pour ces habitués du vide, les émotions sont au rendez-vous. Il y a une part d'adrénaline qui fait partie du plaisir, hein, bien sûr. Bien sûr. Surtout sur des hauteurs comme celle-ci, là, je vous ai annoncé qu'il y avait à peu près 45 mètres de hauteur. Sur le Val d'Oise, c'est très rare qu'on aille à des hauteurs aussi hautes. Généralement, c'est des interventions, des évacuations d'appartements. Et maximum, on va à 8-10 étages, quoi. Donc, ce qui représente maximum 30 mètres, ou la hauteur d'un moyen aérien. Donc c'est toujours intéressant pour nous de travailler avec. Plus de 20 ans après sa création, le Grimpe du Val d'Oise comprend une quarantaine de pompiers répartis sur les casernes d'Auny et d'Aubonne. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Activité périscolaire stop ou encore, à chaque commune son dispositif, exemple à Éragny qui arrête les frais et à Magny-en-Vexin qui maintient les activités malgré son coût. Merci d'avoir suivi ce journal, n'oubliez pas que l'info continue sur vonews.fr, à demain. Implantée dans un site préservé au milieu d'étangs et de forêts, l'abbaye de Royaumont est la plus grande abbaye cistercienne d'Île-de-France. Fondée au début du XIIIe siècle par Louis IX, le futur Saint-Louis, l'abbaye de Royaumont est occupée jusqu'à la Révolution française par des moines de l'ordre cistercien. D'abord plus d'une centaine à sa fondation, ils ne seront plus qu'une dizaine à la fin du XVIIIe siècle. L'ensemble de cette abbaye a été construit en 7 ans, ce qui relève de l'exploit. C'est extrêmement rapide, sauf qu'on avait ici une abbaye avec une église gothique, donc de grande dimension. On la compare à peu près à la cathédrale de Soissons, avec à peu près 105 mètres de longueur et 28 mètres de hauteur sous voûte, donc un édifice très très considérable. De cette église, il ne reste que des traces. En 1792, l'abbaye est transformée en filature de coton. L'église est détruite et ses pierres servent à construire les logements des ouvriers. On peut se demander comment on fait pour détruire une église de cette taille, de la taille d'une cathédrale. On a tenté, on est en 1791, on a tenté avec de l'explosif mais sans succès, on n'a pas su bien poser les mines j'imagine. Et on est revenu à des méthodes plus traditionnelles, c'est-à-dire qu'on a scié les colonnes jusqu'à leur point de rupture, on a enchaîné les colonnes et attelé des bœufs. On parle de 300 bœufs qui auraient tiré comme un seul homme ou comme un seul troupeau sur les colonnes. Le bâtiment, l'église s'est affaissé et il est resté comme ça, ce mur du cloître et une belle tourelle qui aujourd'hui donne un côté assez romantique au parc de l'abbaye et d'où on a un très très beau point de vue sur la région d'ailleurs.
À la fermeture de l'usine en 1863, l'abbaye retrouve sa vocation d'origine en accueillant des religieuses jusqu'en 1905. Dès cette date, l'histoire de l'abbaye se lie à celle de la famille Gouin, dynastie de banquiers et d'industriels. D'abord Jules, qui l'achète en 1905, puis Édouard, son fils. C'est ensuite le tour d'Henri Gouin et de sa femme Isabelle, qui crée en 1964 la Fondation Royaumont. Alors en fait, la Fondation Royaumont, c'est une des premières grandes fondations privées culturelles en France. Et Henri Gouin avait créé cette fondation sur le modèle des fondations américaines. Donc un lieu de rencontre pour des artistes. Et lui avait créé cette fondation dans l'idée de rassembler des artistes et des intellectuels de toute origine, de toute nationalité. Donc un petit peu un lieu de paix aussi, un lieu de travail d'intellectuels, un lieu de rencontre pour tous ces gens-là. Classée monument historique depuis 1927, l'abbaye de Royaumont offre un parfait mélange entre l'histoire et l'art et répond à la mission première de la Fondation, la préservation du site. Aujourd'hui, centre culturel international, lieu de concerts, de séminaires, de visites et d'échanges, Royaumont offre aux visiteurs et aux résidents un lieu unique. Un lieu où l'on se sent bien, en paix avec soi-même et avec les autres, comme le souhaitait son fondateur, Henri Gouin. Bien caché au bout de l'étang, cette curiosité architecturale s'appelle le château de la Chasse. Beaucoup plus petit que les autres fortifications du Moyen-Âge, il n'en reste pas moins un vrai château avec ses 4 tours imposantes de 6 mètres de diamètre. Un château médiéval miniature qui lui donne un charme particulier. Le château de la Chasse, d'abord, c'est le site le plus fréquenté des forêts du Val d'Oise. Premièrement, c'est là où, en un week-end, surtout s'il fait beau, il y aura beaucoup de monde. Ensuite, le bâtiment par lui-même, c'est un château du XIIe siècle, qui a une forme baroque, parce qu'il a subi pas mal de remaniements au cours de son histoire. Et puis, il est devenu propriété de l'État dans les années 70, et c'est là qu'il a été réellement restauré. Aujourd'hui, le château est la propriété de l'ONF, l'Office national des forêts, mais son premier propriétaire est au XIIe siècle le connétable Mathieu de Montmorency. Au cours de ses 800 ans d'histoire, cette étonnante bâtisse va accueillir de nombreuses têtes couronnées. On peut citer Jean le Bon, Charles V, Louis XI lui-même est venu faire des parties de chasse. Et petit à petit, il est tombé en désuétude quand il y a eu la construction du château des Coins. Et à ce moment-là, le château de la Chasse est tombé un petit peu à l'abandon et puis surtout en très mauvais état. Et c'est pour ça qu'il a ses tours coupées, parce qu'il était en ruine. Et le fils du Grand Condé l'a restauré comme ça en coupant les tours en biais, les 4 tours. Tous les propriétaires ont fait des petites modifications et ça lui donne aujourd'hui un petit peu sa forme curieuse. Autre curiosité pour les visiteurs du parc, l'intérieur du château. Interdit au grand public et seulement ouvert aux groupes scolaires, il reste un mystère pour les nombreux visiteurs du parc. Ça, c'est les poutres d'origine. Bon, ce qu'il faut bien comprendre dans le château, c'est qu'on a le mur du fond, la cheminée et les 2 murs de retour très épais qui sont la construction d'origine du château. Et puis cette partie centrale avec l'escalier et les poutres qui ont 250 ans, qui font partie de la restauration. Quand le château est tombé en ruine, on a conservé les 4 tours, on les a coupées en biais. Et puis au centre, on a reconstruit un bâtiment avec une façade un peu moins épaisse. Et puis cet escalier qui monte sur les 3 étages. La particularité du château, c'est que les niveaux ont changé et qu'il est biscornu parce que les utilisations ont changé. Le château de la Chasse ouvrira ses portes pour les Journées du patrimoine. Pour l'occasion, 3 artistes exposeront leurs œuvres. Cédric Marachian, coup de cœur de l'ONF, ainsi que quelques œuvres de Shane et Céline Lebovitch, 2 artistes locaux. Le château ne se visite pas, mais le parc, lui, reste ouvert toute l'année.